Bonjour à tous. Je voudrais remercier très vivement les organisateurs, d'abord pour leur invitation, tout particulièrement Luc Fraisse, ce qui me donne l'occasion d'ailleurs de placer cette très courte communication flash à la mémoire de Françoise Frazier, membre senior IEF, grand helléniste, qui est décédé en décembre 2016. Nous avions présenté à Rennes, il y a 2 ans, une communication autour de l'image à deux voix. Alors donc, je vous propose ce rapide panorama au parcours sur ce sujet qui est assez frayé dans les études humanisme ou sur l'humanisme. Forcément, ce sera sommaire, hein, comme le veut le temps imparti. Voilà, il y aura 3 temps, en réalité, que vous pouvez voir s'afficher. Et je vais donc commencer par le premier, c'est-à-dire une présentation très rapide de l'état des savoirs dans l'université du Moyen-Âge à la Renaissance, en parlant en particulier des arts libéraux qui désignent toute la matière de l'enseignement, des écoles de l'Antiquité, mais également du Moyen-Âge, ce qu'on va retrouver d'ailleurs à la Renaissance. Ces arts libéraux se divisent en 2 degrés, le trivium, ou 3 chemins, qui a donné trivial, qui concerne le pouvoir de la langue et se divise en grammaire, dialectique et rhétorique, puis le quadrivium, 4 chemins, qui se rapportent au pouvoir des nombres, arithmétique, musique, géométrie, astronomie, après quoi, soit lors du premier niveau universitaire, enfin après ce premier niveau universitaire, réservé aux facultés mineures, viennent les sciences dans les hautes facultés, plus nobles, destinées aux étudiants plus âgés, c'est-à-dire les facultés supérieures de théologie, de droit, civil et canon, de médecine, auquel va venir s'ajouter une science inférieure, peu à peu la philosophie, englobant philosophie naturelle, logique, morale et physique. On assiste de ce point de vue à la création de chaires dans toute l'Europe humaniste au fil des 15e et 16e siècles. Un des reflets assez intéressants finalement de cet état des savoirs est le chapitre 29 du tiers-livre de Rabelais, publié en 1546, comment Pantagruel fait assembler d'un théologien, d'un médecin, d'un légiste et d'un philosophe pour la perplexité de Panurge, c'est ce que Rabelais appelle la tétrade pythagorique, avec donc ces 4 savoirs supérieurs. C'est peut-être moi qui ai baissé la lumière. Bon. On assiste au fil du temps à un certain renouveau, hein, quelques éléments de renouveau que je vais rapidement vous présenter. Tout d'abord, de nouvelles répartitions affectent l'université dès le XIe siècle et lors du Moyen-Âge, en général sous l'influence notamment d'Al-Farabi. De plus, le quadrivium se voit complété de disciplines comme l'économie, la politique, l'histoire et la géographie, les facultés de droit, elles, n'étant pas trop affectées. Mais ce n'est pas du côté de l'arborescence et du contenu des savoirs que la nouveauté est la plus évidente, mais dans celui de leur mise en forme et donc de leur transmission, pour venir au sujet de notre colloque. Alors qu'au Moyen-Âge, cette transmission se faisait essentiellement dans le cadre universitaire par des lectures de textes, le plus souvent sous forme de questions disputées, réelles ou fictives, à la Renaissance, les types de transmission se multiplient par des textes, bien sûr, mais aussi des éditions pour un public, textes universitaires, mais aussi éditions pour un public cultivé, plus ou moins ciblé, avec une attention particulière mise à la présentation que permet évidemment l'imprimerie. C'est le temps donc des nouvelles encyclopédies, dont un des jalons premiers est sans doute le Panepsistémon, l'omniscient d'Ange Policien, florentin. Vous voyez l'une des fresques de la basilique Santa Maria Novella par Domenico Ghirlandaio. C'est un détail. Donc cet ange policien, proche de Ficin, propose une leçon inaugurale sur l'éthique à Nicomaque à Florence en 1490, qui est publiée 2 ans plus tard chez un éditeur florentin. C'est assez intéressant de voir que l'on confie ainsi très rapidement des leçons originales et importantes à un imprimeur pour marquer les esprits en rendant les textes d'autant plus accessibles. À partir de là, s'inaugure, si l'on peut dire, un âge nouveau des encyclopédies plus volumineuses qui viennent remplacer les sommes médiévales.
Alors je vous en mentionne trois, hein. Celle de Gregor Reisch, allemand, la Margarita Philosophica, parue ici même à Strasbourg en 1504, c'est-à-dire donc littéralement la perle philosophique, qui est une encyclopédie en latin, composée donc de trivium, quadrivium, philosophie naturelle puis philosophie morale, donc une compilation de données exposées par un jeu de questions et de réponses qui rappelle donc ce que je disais plus tôt du dispositif médiéval, avec un format qui se prête à la manipulation. Ce n'est pas le propre simplement de ce type de livre, mais c'est intéressant dans ce cadre-là, et des illustrations qui aident à traduire les concepts de façon attrayante. L'image ici figurée représente la quête de la connaissance sous forme d'une scène de chasse, synégétique donc, où la logique est représentée, flanquée de deux lévriers, vérité, vous voyez en bas, vérité et fausseté, qu'elle encourage à attraper le lièvre problème, tout en prenant garde de ne pas s'égarer dans la forêt des insolubles. Autre exemple, le Theatrum Vitae Humanae, que j'ai retenu en raison du terme théatrum sur lequel je reviendrai, de Théodore Zina Zwinger, suisse, flanqué d'un de ses compatriotes, Konrad Lykosten, qui fait paraître donc ce théâtre de la vie humaine à Bâle en 1565. Donc là, je vais traverser le XVIe siècle et pour finir par un livre que au moins les mots et les choses de Michel Foucault rendra célèbre, l'Ornithologia d'Ulysse Aldrovandi, publié à Bologne pour son premier volume en 1599. C'est donc un livre sur les oiseaux et leur histoire, où l'auteur donne les noms grecs, hébreux, arabes, latins, des descriptions détaillées de chaque espèce avec les mœurs, régime alimentaire, technique de capture, qualité culinaire, utilité en médecine, mais également, on y reviendra très brièvement, la place que cette espèce occupe dans les emblèmes ou la mythologie, les proverbes et les symboles. Bon, autant dire que la transmission passe également par des planches, images, tableaux, représentations de toute espèce. Cependant, un mouvement, une lame de fond dans la culture européenne va concourir à problématiser cet encyclopédisme, c'est le scepticisme. Avec parfois d'ailleurs des textes qui singent cette présentation encyclopédique pour mieux la tourner en dérision. C'est le cas de La Grande Somme et du livre extrêmement important pour tout l'humanisme, le second humanisme européen, le De l'incertitude et vanité des sciences et des arts de Corneille Agrippa, publié pour la première fois en 1530 et traduit par un nommé Turquet de Mayerne en 1633, protestant et médecin d'Henri IV. Vous avez d'ailleurs une partie du sommaire qui montre, si on voit à peu près bien les choses, encore que c'est un peu flou, un plan qui suit quelque peu le trivium, le quadrivium, inclut la magie et se termine par les 4 grands domaines que je citais tout à l'heure, mais ce pour montrer finalement la vanité des dites sciences et des arts. Une sorte de démarche et d'exposition paradoxale qui est assez explicite dans le sous-titre que le traducteur donne à l'œuvre. Je lis en haut là, œuvre qui peut profiter et qui apporte merveilleux contentement à ceux qui fréquentent les cours des grands seigneurs et qui veulent apprendre à discourir d'une infinité de choses contre la commune opinion. Paradoxe qui adopte donc une sorte de contre-modèle apologétique, conformément donc à ce fidéisme, c'est-à-dire le scepticisme chrétien, extrêmement prégnant à cette époque-là, et se finit significativement par un éloge de l'âne. Dans cet grand mouvement de transmission, il faut accorder toute sa place à la traduction dans les langues vernaculaires. Je m'appuie ici sur le travail de certains collègues, dont notamment Violaine Giacomotto Chara, professeur à Bordeaux, Montaigne. Le mot vulgarisé apparaît en 1512 dans la langue française et a le sens de diffuser en publiant. On peut vulgariser en latin et de ce fait, la vulgarisation rencontre souvent un mouvement de vernacularisation, c'est-à-dire cette fois la transposition des savoirs dans les langues vernaculaires. Ce n'est pas nécessairement simplification. Du Bellay parle de la volonté de créer un illustre français
dans sa défense illustration de la langue française. Bien au contraire, il va y avoir une volonté d'adaptation, certes, à des publics, parfois d'accommodation, mais pas nécessairement donc d'appauvrissement. Chaque discipline, en tout cas de par l'Europe, va obéir à un rythme de vernacularisation, des objectifs, des contraintes, des méthodes qui lui sont propres. Je parlais du public, de ce qu'on appelle l'aptum, c'est-à-dire l'adaptation au public. Je reprends donc l'image que vous avez là, et le sous-titre « Œuvre qui peut profiter et apporte merveilleux contentement à ceux qui fréquentent les cours des grands seigneurs ». C'est donc que tout cela obéit à une sociologie, si l'on peut dire. C'est-à-dire que ces textes en langue vernaculaire s'adressent à une noblesse d'épée, par exemple, qui n'a pas appris le latin, à des femmes cultivés, artisans ou marchands, et surtout peut-être, en France en tout cas, à une noblesse de robe ignorant les sciences, mais curieuse de philosophie, une magistrature lettrée, qui sera pour beaucoup, par exemple, dans la constitution du corpus français de philosophie naturelle. Philosophie, à l'époque, c'est d'abord la philosophie naturelle. Oronce Finet, titulaire de la chaire de mathématiques au Collège des lecteurs royaux, parlera par exemple dans l'un de ses ouvrages de rédiger et clairement exprimer en langue française. C'est-à-dire qu'il y a évidemment là-dedans une perspective nationaliste, mais également intellectuelle. Je passe à mon troisième temps vers le littéraire, ainsi que je l'ai appelé, dernier temps. Je rassure les organisateurs. Voilà, je crois que je vais à peu près tenir mon petit quart d'heure. On assiste donc à des appellations qui permettent de traverser le champ général des productions de savoir et ainsi peut-être d'aller vers ce que l'on désigne aujourd'hui par littérature. Il existe par exemple ce qu'on appelle des étiquettes tutélaires. On a vu tout à l'heure le théâtrum, le théâtre de la vie humaine. Ce type d'appellation, on a également les jardins, peut concerner aussi bien un mode d'exposition encyclopédique que des textes de morale, voire pourquoi pas des textes fictionnels. Autrement dit, ces appellations génériques, nouvelles manières, non répertoriées par les poétiques essentialistes, couvrent l'ensemble du champ. On a pu appeler ça aussi, une collègue italienne, Gianna Pomata, a appelé ça les genres épistémiques, que sont par exemple les régimes de santé ou les observations. Néanmoins, des formes un peu plus, disons, familières et accréditées pour nous aujourd'hui, ou relevant pour nous davantage de la littérature, participent de cette transmission et vulgarisation, au beau sens du terme, des savoirs. Le dialogue, par exemple, genre très prisé dans l'humanisme, dès l'humanisme italien, avec, pour la France, Pontus de Thiard, par exemple, dans l'Univers. La poésie scientifique, ou d'ailleurs philosophique, elle est appelée également, et surtout comme ça à l'époque, est un agent et un véhicule fondamental de la transmission des savoirs en langue vernaculaire. C'est le cas par exemple des hymnes de Ronsard, des œuvres de Pelletier-du-Mans ou encore de la Semaine de Dubartas. Notez que la poésie ne sert pas seulement à métaphoriser ou illustrer la science, les travaux récents montrent que malgré tout, elle continue de véhiculer une sorte d'épaisseur conceptuelle et de savoir qui ont une épaisseur conceptuelle, liant d'une manière consubstantielle philosophie et poésie. La littérature de voyage pourrait être également évoquée, comme bien entendu cette forme nouvelle qu'invente Montaigne que sont les essais, mais je vais terminer par ce qu'il y a sans doute de plus fictionnel explicitement, c'est-à-dire les fictions narratives. Celles-ci ça sera mon dernier, hante le savoir du temps d'abord. En effet, les traités de médecine, de droit et de science sont ouverts et poreux aux anecdotes, fables et matériaux fictifs ou poétiques en tout genre. C'est ainsi, je reviens à l'ornithologia dont je vous ai montré tout à l'heure le frontispice, que Buffon, 2 siècles après, s'énervera devant ce fatras. Dans sa préface, Aldrovandi déclarait en effet qu'étaient traités d'abord les aspects concernant l'observation de la nature, ensuite des aspects qui plaisent au lecteur,
drôle de taxinomie, morale, usage, sens mystique, hiéroglyphe, histoire, symbole, numismatique, iconographie, emblématique, fables et apologues. Alors évidemment, c'est ce que rapporte Foucault au début dans La prose du monde, le chapitre sur l'épistémée renaissante des mots et des choses. Buffon va être très intrigué de cette organisation, disant du livre d'Aldrovandi que si le plan de son ouvrage est bon, l'historique l'est beaucoup moins, souvent, il est mêlé de fabuleux, et l'auteur y laisse voir trop de penchant à la crédulité. C'est ce qui donne, de la part de Foucault, la grande thèse concernant ce qu'il appelle l'épistémée du temps, donc, c'est-à-dire une sorte d'indistinction, qui depuis a été évidemment discutée, entre le lisible et le visible, qui serait caractéristique de la pensée ou du moment Renaissance, intellectuellement parlant. Mais en vertu de cette porosité qu'on observe dans les savoirs, porosité à la fiction, les savoirs, réciproquement, peuvent entrer en fiction. Et c'est le cas, par exemple, je prends un seul exemple, mais non des moindres, du tiers-livre de Rabelais. On trouve en effet dans ce troisième roman de Rabelais, central dans la geste rabelaisienne, une empreinte tout à fait significative des savoirs, plus sans doute que dans les 4 autres ouvrages. Le schéma du livre est inspiré de l'ouvrage d'Agrippa. C'est une sorte d'encyclopédie en fiction où on passe en revue la connaissance selon une arborescence qui n'est pas très loin de celle du De Humanitate ou de la vanité des sciences et des arts dont je parlais tout à l'heure. Agrippa aurait inspiré un personnage que Panurge et ses compagnons consultent qui s'appelle Ertrippa. Et quant au scepticisme en tant que tel, il est mis en scène en la personne du philosophe Trouillogan, nom bienvenu, membre donc de la tétrade pythagorique, les 4 experts principaux qui, à la fin du roman, s'adressent à Panurge. En tout cas, le droit en tant que tel est adapté et fusionné dans la fiction, que ce soit dans son contenu ou dans son cadre. Évidemment sous forme de charge satirique, ça, Rabelais s'en donne à cœur joie, mais également comme moteur narratif, puisque Panurge est perplexe en permanence, et un autre de mes collègues, membre de l'IUF, d'ailleurs Stéphane Jonger, a montré que cette perplexité avait des soubassements juridiques sous la forme de ce qu'on appelle le casus perplexus dans le droit romain. Et enfin, la fiction juridique pénètre la fiction narrative dans une sorte de surcroît de fictionnalisation. Et je termine donc par ce texte que vous avez là, qui est un extrait du chapitre 37 du dit tiers-livre, chapitre nodal d'ailleurs et crucial dans le roman lui-même et la geste tout entière, puisque Pantagruel rapporte à Panurge comment un fou a réussi à solutionner un cas à Paris, évoquant ce qu'on appelait dans le droit romain la solutio per aes et libram, la solution par la balance, fiction juridique ou variante des fictions juridiques dont parlait également Montaigne, qui, dans le droit romain, permettait de résoudre des questions de testament ou d'héritage, moyennant une sorte de petit cérémonial et ce qu'on appellerait aujourd'hui un euro symbolique. En attendant, le texte en question, que je ne peux pas lire faute de temps, montre un fou, le fol citadin de Paris, Séni Johan, résoudre miraculeusement la controverse entre un portefaix qui mangeait son pain à la fumée du rôti et un rôtisseur qui demandait à être payé. Cependant, à la différence de ce qui se passe quand on mobilise la fiction légale dans les textes de droit en tant que tel, il n'y a pas de dette réelle à l'origine. À dette imaginaire, solution imaginaire, puisque remise imaginaire. Ici, le seul son de la pièce suffit à payer le rôtisseur, selon le fou, puisqu'il sied bien à la vapeur dérobée. On a donc un conflit fondé sur de l'impondérable, et ce que je veux dire, c'est que les modalités de la formalité sont adaptées par Rabelais pour faire prévaloir une logique de la fantaisie parfaitement cohérente avec elle-même, car fondée sur un échange donc de vapeur et d'impondérable. Ce n'est plus là, je termine, vraiment une vulgarisation ou une transmission. C'est le propre d'un espace discursif autre qui s'invente alors. Il se veut bien d'ailleurs que par-delà les critères habituels comme le genre, qu'on a tendance à privilégier les littéraires
à privilégier puisqu'il relève des poétiques essentialistes, cette manière de jouer avec les pratiques et les discours orthodoxes et accrédités de savoir, il se peut bien qu'il soit la marque de la littérarité des étranges objets qui parfois dérivent de cet espace discursif de l'époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est un peu juste question temps. Une petite question. Luc Fraisse. Ouais. Merci beaucoup, Olivier, pour cette traversée extraordinaire. J'ai une question très simple et qui touche le visible et le lisible. Une des merveilles de l'édition du XVIe siècle, ce sont ces frontispices qui sont chargés de tant de significations. Je ne suis pas capable de les déchiffrer, mais les spécialistes nous les expliquent très bien. Et la question que je me pose, c'est comment les gens pouvaient les interpréter. Parce que pour le Moyen-Âge, Émile Malle nous dit que les scènes bibliques sculptées dans la pierre ou peintes sur vitraux des cathédrales étaient constamment interprétées par la prédication des prêtres. Quand des livres paraissent avec des frontispices comme le premier que tu as fait montrer, qui était si intéressant à déchiffrer, où il y a tout un cheminement d'interprétation, qui éduquait les lecteurs ou était-il autodidacte face aux frontispices, étant donné que le contexte d'enseignement n'est pas le même? Comment était-il préparé à les lire? Bon, sur cette histoire du regard, je ne suis pas à proprement parler spécialiste. Il y a actuellement d'ailleurs une ANR, entre autres, qui est en cours sur l'imagerie scientifique dans la première modernité, au-delà quand même malgré tout du XVIe, chronologiquement parlant. Disons que par rapport aux travaux de Malle, ce qu'on peut dire, c'est une évidence, qu'il y a une forme de laïcisation malgré tout de ce regard et de ces modes d'approche finalement de l'image, très, très vraisemblablement. Mais on voit bien là des illustrations assez étonnantes. Ça pourrait très bien d'ailleurs donner lieu à une sorte de lecture de type cinégétique, indiciaire, comme le fait Ginsburg, par exemple, autour de son paradigme. Pour ce qui est, vraiment, tout ce que je peux te dire, c'est assez évident, mais il me semble que l'image contribue à cette forme de vulgarisation, au bon sens du terme, et s'adressant à des lecteurs savants et humanistes, non plus forcément dans une perspective à plus haut sens des savoirs, comme c'était plutôt le cas, je crois, grosso modo, dans l'imagerie médiévale. Voilà. Ok. Une question rapide. Je voulais savoir s'il y avait des descriptions en fait un petit peu explicites de ces modalités de l'écriture. Alors on n'entend pas. J'entends pas. Peut-être qu'il faut mettre le micro. Ouais. Allez-y, essayez de nous. Je pense qu'il le branche. Allez-y. Non, mais essayez de nouveau avec le micro. Non, je sais pas. Allô ? Oui. Oui, je voulais savoir s'il y avait des descriptifs des modalités d'écriture humaniste dans ces textes, la manière dont les gens lisent et écrivent, empruntent de manière un petit peu explicite, la manière dont ils construisent leur savoir. Est-ce qu'il y a des descriptions ou est-ce qu'il faut en faire un peu comme Quintilien le fait quand il décrit la manière dont il lit? Est-ce qu'à cette époque-là, il y a des exemples équivalents? Vous voulez dire, est-ce qu'on sait, à partir de paratextes, par exemple, comment c'était lu, c'est ça? Non, j'ai mal compris, peut-être. Ou bien est-ce qu'ils le décrivent? Est-ce que des textes des auteurs décrivent eux-mêmes leur procédé d'écriture, lecture, emprunt? De ce point de vue-là, le travail a déjà été conduit, mais il est encore lacunaire. Il y a tout un système de paratextes, d'index. C'est aussi ça qui se met en place à cette époque-là. Au fil du temps, du siècle, d'ailleurs, du XVIe siècle, je prends la France, c'est ce que je connais le mieux, mais tout cet appareil, finalement, de lecture vise à orienter cette dernière. Alors ça peut être dans le sens, par exemple, d'une christianisation. Vous savez, je reviens d'ailleurs au projet que nous avions avec Françoise Frazier dans l'IUF, qui est celui d'édition des œuvres morales et mêlées de Plutarque dans la traduction d'Amiot. Il y aura des contrefaçons de Simon Goulard, pasteur à Genève, à la fin du XVIe, qui orienteront très nettement la lecture dans le sens d'une christianisation de traduction qui se voulait plutôt d'esprit humaniste et où Amiot n'avait guère procédé à cette orientation, même dans sa traduction elle-même. Par ailleurs, je prends un autre exemple qui me vient en tête, dans la poésie scientifique et pour la semaine de Dubartas a été l'objet, quelques années après sa sortie, d'un commentaire du même Goulard qui montrait au fond comment elle pouvait être reçue par un certain lectorat. J'ai en partie répondu, mais bon, c'est en cours actuellement
c'est un travail en cours, tout cela, et qui est évidemment très large. Merci beaucoup. Alors, merci. On va enchaîner avec la présentation suivante.